Bonsoir, braves gens, et bienvenue dans cette nouvelle horrifique histoire. Grognac, je t'emmerde! Pardon. Et donc ce soir, horrifique histoire. La représentation de Fierta. Avec un petit VST qui bug, oui, mais c'est pas très grave, vous inquiétez pas, je l'utilise pas dans la lecture, je vous rassure. C'est juste pour les petits effets de début. Donc la représentation de Fierta de Guillaume Dalaudier. Bonne écoute. À Frischménil, un tel événement relevait de l'exceptionnel. Avec ses 288 âmes, le village ne figurait sur presque aucune carte. Et les marchands, colporteurs ou artistes n'envisageaient jamais de s'y arrêter, ni même de le traverser. Autour des quelques chaumières attroupées au pied de la vieille église du XVIe siècle, ne s'étendaient que des champs de céréales, parsemés ici ou là de vergers et de villages aussi reculés que Frischménil. La plupart des habitants n'avaient jamais quitté le pays entre Seine et Bray et n'en montraient aucun désir. Aimer n'échappait pas à cette règle. À l'écouter, tout ce qui se trouvait au-delà de quelques heures de cheval était dangereux et décadent. Comme il le disait lui-même, « Pour vivre heureux, que chacun reste chez soi. » Attablé à sa vieille table de chêne mal dégrossie, il étudiait donc le prospectus avec une perplexité mêlée d'une forme de dégoût. Ce genre de nouveauté le renforçait dans son idée que le monde extérieur n'abritait rien qui vaille la peine d'être vu. Pourtant, il se sentait attiré. « Mais depuis quand tu sais lire, toi ?» lui demanda sa femme. Aimé n'avait jamais fréquenté avec assiduité les bancs scolaires. Les lois Ferry venaient tout juste de passer lorsqu'il avait 7 ans. Mais ses parents le jugeaient plus utile à la ferme familiale. Son goût pour les travaux en extérieur ne l'avait pas poussé à se rebeller contre cet avis que le curé jugeait archaïque. En réalité, Aimé déchiffrait avec peine, mais il rencontrait si peu l'occasion de lire que cet exercice lui coûtait de plus en plus.
En général, sa femme Germaine lui faisait la lecture et les calculs. Pour une fois, il ne lui avait pas montré le papier. D'où cet élan de curiosité de sa part. J'en ai débigosé avec l'Hippolyte et le Pierrot. Germaine posa le lapin qu'elle vidait sur son plan de travail, s'essuya les mains sur son tablier jauni par les années et vint jeter un regard par-dessus l'épaule noueuse de son mari. Celui-ci retint un geste pour lui cacher le prospectus. Il n'aurait su expliquer pourquoi, mais il lui trouvait quelque chose d'obscène et avait presque honte que sa femme le voie dans ses grosses mains calleuses. Il regrettait de l'avoir ramené à la maison. Trésor et magie du grand Anatole Firth. Qu'est-ce que c'est que ça ? Justement, c'est ce qu'on demandait. C'est pas que c'était placardé sur la salle commune. Il y en avait plein. Alors j'en ai arraché une. C'est ce soir, remarqua Germaine en parcourant le prospectus des yeux. Un magicien ? Qu'est-ce qu'un type pareil vient fiche dans notre chez nous ? C'est à Paris qu'il devrait être. C'est marqué qu'il est en tournée mondiale. Peut-être ben qu'il vient des États-Unis. Il aura débarqué chez les Bretons et décidé une halte ici, sur la route de la capitale. Sa femme hocha la tête, son long nez crochu oscillant de haut en bas. Elle ne paraissait guère convaincue, mais le sujet semblait l'ennuyer et elle retourna à son lapin. Aimé ne remarqua pas le regard plein de suspicion qu'elle lui coula lorsqu'il partit s'asseoir sur son vieux fauteuil au tissu râpé pour se pencher de nouveau sur la feuille. Son esprit divaguait déjà. Il rêvait des États-Unis. Non, il n'avait pas envie de quitter Frischménil, mais ce pays lointain revêtait une certaine aura. Si jamais il avait dû partir, il aurait envisagé de traverser l'océan. Il parcourut de nouveau le document des yeux. Pourquoi ne s'en débarrassait-il pas ? Il n'arrivait pas à s'expliquer son intérêt soudain. Ne s'était-il pas moqué du Pierrot quand celui-ci avait exprimé sa curiosité ? Sous le gros titre qui annonçait le nom de l'artiste, figurait un dessin. Un grand tentacule, dont le rouge détonnait sur le noir et blanc des autres formes. Autour de cette langue écarlate s'étalait un vaste troupeau de centaines de chevreaux. Les traits des animaux se diluaient sur les bords du prospectus, laissant entendre qu'il pouvait y en avoir encore bien d'autres. Au centre de cette étrange multitude, sous le tentacule, figurait un œil triple, dont chaque iris flamboyait. Cette représentation faisait froid dans le dos d'Aimé, mais ne laissait rien deviner du spectacle. Sous le dessin, quelques lignes pour exalter le talent de l'artiste, les villes qu'il avait traversées. Boston, Londres, New York. Autant de noms qui résonnaient sans écho aux oreilles du paysan. En tout cas, à part New York. Le prospectus se terminait sur un horaire. Aucune mention de lieu. S'il n'avait pas été placardé sur la salle commune, Aimé aurait été bien en peine de deviner où se tiendrait la représentation.
J'irai bien voir quand même. Pas moi, répartit sa femme. De son grand couteau, elle entreprit de découper des morceaux du lapin. De la colère se mêlait à sa voix. Mais Aimé ne le remarqua pas. Trésor et magie, que ça dit. Peut-être ben qui pourrait t'aider à redormir. Que c'est un hypnotiseur ou quelque chose du genre. Depuis plusieurs mois, des cauchemars réveillaient régulièrement Germaine. Sans doute plus souvent que ne se doutait Aimé. Mais son propre sommeil était de plomb. Elle n'avait jamais voulu lui raconter ses rêves. Elle affirmait ne pas s'en rappeler. Le couteau s'abattait avec un bruit mat sur le plan de travail. Ses gestes, si précis d'habitude, se teintaient d'une violence désordonnée qui aurait dû éveiller une certaine méfiance chez son mari. Ça m'étonnerait, dit-elle. Allons, c'est ce soir. Il y aura peut-être ben jamais d'autres occasions. Eh bien, vas-y sans moi, déclara sa femme excédée. Puisqu'il faut absolument que t'ailles voir cet être de perdition. La colère vibrait dans sa voix. Cette fois, Aimé ne put l'ignorer. Elle avait sans doute encore mal dormi. Il secoua la tête. Il irait tout de même. Il n'allait pas se brimer à cause d'un coup de sang de sa Germaine. Il retourna le papier, cherchant le prix de la représentation. En vain. Si l'entrée se révélait trop chère, il rentrerait chez lui. Voilà tout. Bonsoir Maurice. L'entrée était gratuite. Sur le chemin de la salle communale, près de la mairie du village de Frischménil, Aimé était passé chez Hippolyte et Pierrot. Hippolyte avait refusé de venir, mais Pierrot avait fait le déplacement avec son ami. Et les deux hommes déchiffraient avec peine l'écriteau placé à l'entrée du lieu de rassemblement. Hé, ne faites pas donc vos timides comme ça, les apostropha Mathurin, suivi d'un groupe de paysans du coin. Venez, on va voir ce que c'est que cet étranger. Ils se donnèrent l'accolade. Les nouveaux venus partagèrent quelques gorgées des flasques qu'ils avaient apportées
et ils entrèrent en bande dans la salle où une dizaine de gens du village avaient déjà pris place. La pièce, une ancienne grange reconvertie en salle commune, pouvait accueillir jusqu'à une centaine de personnes. Pour les besoins du spectacle, une large estrade de bois encore déserte occupait le fond. Le reste des lieux était meublé avec des chaises récupérées de briques et de broc. L'organisateur en avait prévu assez pour recevoir une cinquantaine de personnes. Un succès surestimé. Avec le groupe d'Aimé, l'assemblée atteignait à peine la vingtaine. Un couple de jeunes les rejoignit quelques minutes plus tard. Un ou deux solitaires se glissèrent encore avant que l'église ne sonne 9 coups, annonçant l'heure prévue pour le début du spectacle. Lorsque les cloches se turent, un silence gêné régnait dans la salle. Personne n'osait parler. L'ambiance semblait s'être alourdie. Avec l'hiver, le soleil se couchait tôt et la nuit régnait déjà au dehors. Les seules lumières provenaient de chandelles placées à intervalles réguliers dans leurs appliques. Les flamèches jouaient avec les ombres de l'assistance, les faisaient tressauter, les agrandissaient, avant de les rétrécir. « Il est là !» annonça Pierrot avec un coup de coude dans les côtes d'Aimé. En effet, un grand homme se tenait debout sur la scène, plongé dans des ombres qui paraissaient presque palpables. Des volutes de fumée inexplicables l'entouraient. Elles enveloppaient ses bras qu'il élevait lentement vers le ciel. Il avança d'un pas, et soudain, son visage bistre apparut dans la lumière. Si Aimé avait été en mesure de réfléchir, il se serait sans doute demandé d'où provenait cette clarté soudaine. Mais il restait subjugué par cet être aux traits si particuliers. Le paysan n'aurait su dire de quel pays venait cet homme. Un voyageur aurait reconnu les origines égyptiennes aux pommettes saillantes et à la forme allongée du visage. Mais pour lui, ce n'était qu'un étranger. Sa voix, grave, s'éleva, semblant provenir non de sa bouche, mais du plafond dont les poutres apparentes se perdaient dans des fumées noires. De petites étoiles y brillaient avant de mourir. Des nuages sombres s'enroulaient sur eux-mêmes et avalaient les lumières.
Un vague souvenir du prospectus flotta dans l'esprit d'Aimé. Il pensa que le spectacle commençait fort. Mais la voix du personnage absorba toute sa concentration. Bienvenue à vous tous, qui avez le courage de venir à la rencontre d'Anatole Firth, grand magicien et illusionniste. Ce soir, vous allez assister à une grande révélation. Grâce à moi, à la sagesse que je peux déverser dans vos oreilles, vous remettrez en question l'univers qui vous entoure de manière irrémédiable. Vous obtiendrez la connaissance. Et merci beaucoup, les feux de camp du Follow et du Rock, du Sub. Un sourire torve déforma son visage, alors qu'il appuyait particulièrement sur ce dernier mot. Et il tapa dans ses mains. Aussitôt, des tambours et des flûtes résonnèrent dans les abysses infinis qui avaient avalé le plafond, et certains craintifs dans le public se signèrent. Aimé entendit quelqu'un traiter l'artiste de sorcier. Mais sa voix trembla sur la dernière syllabe. Et personne ne releva son intervention. Glacé, Aimé frotta ses mains sur ses avant-bras nus. Ses poils se hérissaient sur tout son corps, et une sueur froide envahissait son dos et ses épaules, collant le tissu de sa chemise à sa peau. Il n'avait pas peur. Ou plutôt, il ne voulait pas reconnaître qu'il avait peur. Il jeta un regard en coin à Pierrot. Ses pupilles, dilatées, ne perdaient pas une miette des gestes du magicien. Aimé se concentra lui aussi sur la scène. Anatole Firth marchait de long en large, tout en parlant des inventions des hommes. L'électricité, ce n'était que le début. Bientôt, cette puissance serait disponible dans tous les foyers, produite en grande quantité par des centrales gigantesques, distribuées par des réseaux à haute tension, multipliant par 3 les 110 kV des lignes actuelles. Puis viendrait l'ère de l'électronucléaire, et Anatole Firth parla d'atomes et de fission. Il évoqua des armes créées avec ses connaissances, dont la puissance dévastatrice Dépasserait l'entendement humain. Aimé écoutait sans comprendre cette histoire de l'avenir, mais n'osait pas tourner en dérision. La voix de l'orateur l'écrasait. Il n'envisageait même pas que ce pût être un bonimenteur. En fait, il avait oublié cette histoire d'artiste et de spectacle. Dans son esprit ensorcelé par la voix,
naissaient des images. Des nuages en forme de champignons se découpant sur des horizons rouges. Des chairs brûlées au point d'en couler le long des eaux. Des silhouettes encapuchonnées dans les ténèbres, psalmodiant et dansant autour d'idoles oubliées. Fasciné, Aimé écouta Firth parler d'un avenir encore plus lointain, où l'humanité atteindrait un degré de technologie si important qu'elle en deviendrait arrogante. Les religions disparaîtraient, les hommes se prendraient eux-mêmes pour des dieux. Sauf ceux qui adoraient en secret les anciens. Aimé avait à peine conscience des réactions terrorisées des spectateurs autour de lui. Les images qui déferlaient dans son esprit l'obnubilaient tout entier. Il découvrait les grands anciens. Il découvrait l'origine de l'humanité. Comment l'homme était sorti de la fange sous les regards de Dieu aux formes complexes et tentaculaires. Il comprenait les plus obscurs de ses cauchemars et l'influence de ces anciens qui dorment et rêvent, s'insinuant dans le sommeil de ces petits primates qui pullulent sur la terre. Sur leur terre. Aussi gigantesque qu'ait été le futur raconté par Anatole Firth. Ce futur et tout le passé de l'humanité n'était qu'une peccadille dans leur grande histoire. Une passade pendant qu'ils fermaient les yeux le temps d'un repos. Plutôt que de balayer cette vermine d'un revers de tentacules, les anciens préféraient offrir une chance à l'humanité. Anatole Firth n'était qu'un messager, venu leur annoncer les grandes vérités. Et eux, des élus qui, sachant l'avenir, pouvaient dès à présent choisir de les servir. Mu par un instinct de survie plus puissant que tout, Aimé glissa de sa chaise et tomba sur ses genoux. Son visage bascula sur le sol et il se prosterna devant le pharaon noir qui continuait à répandre sur l'assemblée un flot de paroles que la plupart des paysans ne pouvaient supporter. Nombreux étaient ceux qui avaient commencé à se prosterner et continuaient en se fracassant la tête contre le sol, jusqu'à se crever le front et déverser leur cervelle sur les dalles sales, pour ne plus entendre les révélations du magicien. Aux côtés d'Aimé, Pierrot se déchirait les oreilles de ses ongles crasseux, tandis que Mathurin attrapait flasque après flasque dans les vestes de ses voisins pour les vider à longs traits dans son gosier. Chacun choisissait son échappatoire. Mais, au grand étonnement d'Aimé, tous refusaient les révélations du pharaon noir. Lui seul semblait le voir dans toute sa puissance, sortant des pyramides blanches de l'ancienne Égypte, marchant au milieu des fellahs, agenouillé devant sa gloire, ébloui par son aura. Aimé se releva. Il hurla son assentiment et sa volonté de servir les anciens pour préparer leur retour. Il traversa la petite foule en délire pour montrer sur l'estrade et baiser les pieds du messager des dieux.
Anatole Firth baissa son regard noir sur son nouvel esclave et posa la main sur sa nuque en signe d'acceptation. Ne te demandes-tu pas pourquoi? Tu es le seul à supporter mes révélations. Aimé agita sa tête en signe d'ignorance. Je suis venu pour toi. J'avais à te parler. Germaine n'avait pas eu besoin d'étudier très longtemps le prospectus pour comprendre de quoi il retournait. Elle n'avait même pas eu besoin de se livrer à une gymnastique mentale pour remettre les lettres d'Anatole Firth dans l'ordre. Elle n'avait que faire d'anagrammes. De toute façon, elle n'aurait pas su démêler ce jeu littéraire qui renvoyait à Nyarlathotep, le chaos rampant, le messager des dieux. Il lui avait suffi de voir les dessins sur le prospectus pour comprendre. Le moment tant craint était venu. Elle n'était pas folle, ne l'avait jamais été. Tous ses rêves l'avertissant contre les anciens, toutes ses mises en garde contre l'utilisation qu'il pourrait faire de son mari pour lui nuire à elle, l'élu de Nodens. Voilà que leur messager débarquait dans son petit village. Nyarlathotep en personne venait instruire les habitants d'un des hameaux les plus perdus de Normandie. Une idée absurde. Ah, la musique aussi. Une idée absurde. Si elle ne se savait pas dépositaire des rites des vrais dieux, très anciens, comme sa mère. Et comme sa grand-mère avant elle. Sur son plan de travail, le lapin était réduit en une charpie méconnaissable. Le bras tétanisé par son acharnement, elle avait fini par se laisser tomber dans le fauteuil de son mari, sans lâcher son grand couteau. Depuis, elle y passait en revue ses souvenirs, ses serments. Les paroles de sa mère remontaient à une période si ancienne de son existence que Germaine avait fini par se persuader ne jamais se confronter à leur signification. Bien sûr, elle savait que tout était vrai. Les étoiles ne clignotaient-elles pas quand les bonnes paroles étaient prononcées? Mais le temps est une chose si abstraite pour les dieux qu'elle aurait pu mourir avant d'être appelée à la tâche. Égoïstement, c'est pour que ses propres enfants n'aient pas à connaître ces choses qu'elle s'était toujours interdit d'en avoir. Par 2 fois, elle s'était fouaillé les entrailles pour expulser la vie qui naissait en elle.
toute son enfance avait été émaillée d'excursions dans la forêt d'Ewi, où se dressaient encore les autels des Celtes. Les femmes de sa famille y perpétuaient les cultes initiés depuis l'aube des temps. Les druides, les sorcières. Chaque génération avait vu une communauté y prier pour un être qu'elle baptisait à sa manière. Cernunnos, Satan. Une seule divinité se cachait derrière ces appellations. Le grand Nodens. Chaque solstice, ces élus se rendaient en secret sur les antiques pierres dressées depuis des milliers d'années. Et au son des tambours, y égorgeaient les plus belles bêtes des troupeaux. La lune et les étoiles disparaissaient. Seules les flammes illuminaient le sang noir giclant sur les tapis de mousse brune. Des danses psalmodiques suivaient. Nue, Germaine imitait les autres adeptes, se déhanchait, chantait et se flagellait à l'aide de lanières de cuir. Ces rites appartenaient à un folklore qui s'entachait certainement de nombreuses croyances inutiles. Mais sa mère lui avait rapporté l'essentiel de ce qu'il y avait à savoir. Ces sabbats plaisaient à Nodens et l'humanité avait besoin de lui. Non pas qu'il se montrât bienveillant, mais il abhorrait les grands anciens, et ces derniers représentaient une grave menace. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Les noms de ces horreurs, accompagnés de leurs représentations, tracées à la plume dans un vieux grimoire caché au grenier, défilaient dans l'esprit de Germaine. Cthulhu, qui attend en rêvant au fond des eaux. Azathoth, l'informe, et son messager, le chaos rampant, le terrible Nyarlathotep. Bannis par Nodens, ces monstres aspiraient à leur retour sur Terre et jetaient leurs tentacules jusque dans les rêves de leurs victimes. Ils avaient besoin d'aide pour revenir, et une fois de retour, ils auraient besoin d'esclaves pour les servir. Et bonsoir, Pomme Cosmique 5. Merci de ton raid et bienvenue. Et merci beaucoup, Super Chaka et Subkiller77 de vos follow. Bienvenue à toutes et tous dans cette lecture. Nous sommes vers la fin de la première nouvelle, mais une seconde vous attend juste derrière. Donc je vous invite à rester et à découvrir. Et finalement, pour cette fin de première nouvelle, à vous laisser porter. Je vous retrouve dans 3-4 minutes. Merci encore Pomme Cosmique pour ton live, pour ton raid. J'espère que ton live s'est bien passé. Bannis par Nodens, ces monstres aspiraient à leur retour sur Terre et jetaient leurs tentacules jusque dans les rêves de leurs victimes. Ils avaient besoin d'aide pour revenir. Et une fois de retour, ils auraient besoin d'esclaves pour leur servir.
Fallait-il être stupide pour croire en leurs promesses? Combien de fois les adeptes de Nodens avaient dû intervenir pour faire disparaître des sectes naissantes, brûler des bibliothèques pour lesquelles un employé trop zélé venait d'acquérir des ouvrages maudits. Très actif du temps de sa grand-mère, ces illuminés qui pensaient que le retour d'un grand ancien leur profiterait s'étaient calmés du temps de sa mère, jusqu'à complètement disparaître à l'époque de Germaine, en Normandie du moins. De temps en temps, les journaux diffusaient les images d'une église brûlée à Boston, ou écrivaient quelques lignes à propos d'une peuplade disparue en Amazonie. Et elle y devinait les activités de confréries sœurs. Cependant, elle-même n'était jamais intervenue, malgré toutes les prédictions de sa mère et de sa tante. Elles étaient mortes depuis, ne laissant derrière elles que leurs avertissements et les cicatrices de leur pénible formation. Toujours assise dans le fauteuil de son mari, Germaine affûtait machinalement son couteau de cuisine et revivait ses jeunes années, comme pour se préparer à ce qu'elle allait devoir commettre. Les images se succédaient. Une cave au plafond voûté, une odeur de moisi, et sa tante, qui lui décrivait les points vitaux du corps humain sur un épouvantail descendu pour l'occasion. Une forêt gorgée d'humidité, ou lancée à la poursuite d'un cerf, un cilice à la cuisse. Elle devait percer la bête de ses flèches. Devant un autel rongé par les siècles, en train de fracasser le crâne d'un nourrisson sur la pierre froide pour prouver la force de son caractère. Sa mère, l'assurant qu'il était la descendance d'un des plus grands adeptes de Cthulhu. Germaine ne l'avait pas cru. Et le sang mêlé de liquide lymphatique, traçant son chemin dans les aspérités de la pierre, revenait la hanter presque toutes les nuits. Ses cauchemars n'étaient pas tant liés à la crainte de devoir un jour remplir sa mission, qu'au souvenir des épreuves que sa famille lui avait fait endurer. Elle leva son couteau devant ses yeux vitreux et laissa tomber la pierre à affûter. Sa mère n'aurait pas hésité. Elle aurait planté cette lame dans le dos d'Aimé dès la vue du prospectus maudit. Pourquoi Germaine ne l'avait-elle pas empêché de se rendre à cette réunion ? Cette question, 1000 fois posée depuis le départ de son mari, possédait déjà sa réponse. Si ce n'était pas aujourd'hui, Nyarlathotep l'instruirait tôt ou tard. Il lui montrerait sa réalité, sa puissance. Il lui ferait lorgner un pouvoir qu'il ne pourrait refuser. Aimé basculerait, voudrait devenir un prêtre des grands anciens, un de ceux qui participeraient au réveil de ces monstres. Germaine entendit des pas dans l'allée qui menait au corps de ferme. La seule vraie question était de savoir si Aimé reviendrait seul ou accompagné de la moitié du village. Frischmenil deviendrait-il un nouvel Innsmouth, révérant un culte non pas à Dagon mais à Nyarlathotep ? Sa main se serra nerveusement sur le manche de son couteau. Elle ne le permettrait pas. Le bruit des pas s'accentua. Un homme, seul,
Germaine se leva et se posta derrière la porte. Nyarlathotep lui avait sans doute beaucoup révélé. Il lui avait parlé d'elle et de son devoir de protéger les vrais dieux. Mais il ne lui avait certainement pas parlé de son accueil. La clenche joua et la porte s'ouvrit. Le couteau de cuisine s'abattit. Le mec est dead!